Bonjour à tous, je m'appelle Amandine, je suis la fondatrice du Journal pour Soi et votre hôte sur le podcast Pour Soi. J'ai créé ce podcast pour démystifier et vous faire découvrir toutes les pratiques et les thérapeutes du bien-être physique et mental qui peuvent nous aider lorsque l'on traverse un moment compliqué dans notre vie. À travers chaque interview, nous allons vous donner des clés et des conseils pour surmonter les difficultés de la vie. N'hésitez pas à soutenir ce podcast en mettant 5 étoiles et en laissant un avis sur Apple Podcast ou en le repartageant avec vos proches sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir pour cette interview Catherine, plus connue sous le nom de Catherine la Psy. Catherine est psychologue spécialisée en analyse transactionnelle et en psychotraumatologie. Et à travers cette interview, elle va nous expliquer en quoi consiste une analyse transactionnelle. On parlera des traumatismes que l'on ne soupçonne pas et de l'impact des traumatismes sur notre cerveau. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'il m'a plu. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Catherine. Bonjour Amandine. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, je suis une psychologue clinicienne, ça veut dire que j'ai fait 5 ans d'études à la fac, mais je suis une jeune psy, même si je suis pas jeune, toute jeune moi, parce que en fait, être psychologue, c'est une reconversion professionnelle. J'ai été pendant 10 ans inspecteur du Trésor public, et puis je me suis formée en analyse transactionnelle d'abord, qui est une approche de psychothérapie, et puis ensuite je suis retournée à la fac pour avoir le titre de psychologue. Je faisais ça en parallèle de mon travail, et donc depuis quelques années maintenant, je suis en cabinet libéral, je travaille exclusivement en libéral, et je reçois des patients en psychothérapie. Donc je suis spécialisée à la fois en analyse transactionnelle, qui est une approche relationnelle de la psychothérapie, et puis en psychotraumatologie, où là je suis spécialisée dans le traitement des traumatismes psychologiques. Et puis à côté de ça, j'ai une activité sur les réseaux sociaux où je propose des morceaux de psychothérapie finalement à faire avec des ateliers en ligne sur des thèmes différents. Pour l'instant on en a 3 sur 3 sujets différents, mais on a prévu d'en avoir 10. Très bien. Et pourquoi la psychologie, autre que... Il y a plein d'autres pratiques, pourquoi la psychologie ? Alors, psychologue, en plus de ma formation en analyse transactionnelle, c'est parce qu'en 2012, il y a eu un décret d'application d'une loi qui disait que si on n'était pas psychologue ou médecin, on ne pouvait plus avoir le titre de psychothérapeute. Or, moi, je voulais vraiment exercer la psychothérapie. Donc, elle s'est posé la question de savoir est-ce que j'ai le courage de retourner à la fac et je pourrais avoir ce titre-là. Et sinon, on a le droit d'exercer la psychothérapie sans avoir le titre de psychothérapeute. C'est un petit peu le paradoxe de la loi. Mais j'avais peur que ça m'empêche d'en vivre. Or, moi, j'avais pas de plan B. Je voulais vraiment changer de métier, donc je voulais que ça fonctionne. Et donc, j'avais peur que ça fonctionne pas. Bon, je vois aujourd'hui que j'ai des collègues qui ont fait d'autres choix que les miens, qui font de la psychothérapie sans avoir le titre de psychothérapeute, et ça fonctionne quand même. Mais moi, à l'époque, voilà, je m'étais dit, il faudrait que j'ai le titre de psychologue. Moi-même, il y a un peu plus de 20 ans, j'ai eu des problèmes psychologiques. J'ai souffert d'un trouble anxieux généralisé. Et j'étais pas du tout quelqu'un qui a pensé à aller voir le psy, quoi. Pour moi, c'était pour les gens qui étaient faibles et qui étaient ce qui est gravement malades, et c'était pour les fous. Enfin, j'avais vraiment pas une bonne idée des psys. Et puis, bon, voilà, j'ai eu des soucis. Et j'ai été à l'hôpital psychiatrique pendant 2 jours, et là on m'a dit soit on vous garde, soit vous faites une psychothérapie. Donc j'ai été un petit peu poussée finalement vers la psychothérapie parce que j'avais pas trop envie de rester là. Et finalement j'ai rencontré, donc j'ai mis du temps à trouver ma psychologue, et donc là j'en parle souvent sur les réseaux sociaux où je suis assez active, où je dis que voilà, c'est pas grave si dès la première fois on trouve pas quelqu'un qui nous convient, de pas se décourager. Moi j'ai vu 7 psys avant de trouver la personne avec qui je me suis sentie bien. Donc parfois il y a des gens qui me disent oui mais bon à chaque fois ça fait des sous. Oui c'est vrai, alors souvent quand même quand on a fait qu'une séance on revient quand même avec quelque chose, donc on n'a pas non plus que perdu ses sous, même si on continue pas avec cette personne. Mais j'encourage vraiment les gens qui cherchent un thérapeute à pas se décourager en fait dès la première fois. Bon, moi j'avais du mal à faire confiance d'une manière générale dans ma vie, donc les psys faisaient pas exception, et donc j'ai mis du temps. Et puis j'ai rencontré une thérapeute donc qui faisait de l'analyse transactionnelle, c'est comme ça que j'ai connu l'analyse transactionnelle, et vraiment je crois que je peux dire que ça m'a sauvé la vie. Et je me suis passionnée en fait pour ce qui se passait. Donc c'était une thérapie de groupe, donc en plus j'entendais les problèmes des autres, je voyais la psy travailler avec eux, moi j'aidais les autres. Parce que dans une thérapie de groupe, en tout cas en analyse transactionnelle, on fait des feedbacks sur le travail des autres. Donc on a aussi un travail, il y a le travail il y a son travail et le travail des autres avec le thérapeute, mais il y a aussi les autres qui sont des co-thérapeutes. Et donc je me suis sentie utile déjà, et puis ça m'a permis de comprendre aussi d'autres problèmes qui n'étaient pas du tout les miens, auxquels j'avais absolument pas pensé. J'ai trouvé ça très riche. Et l'analyse transactionnelle, c'est une approche dans laquelle le psy
partage une partie de ses outils, il partage ses hypothèses. Donc en plus, ça ressemblait à une sorte de formation. C'était pas de la formation, c'était vraiment de la thérapie, mais finalement, elle nous expliquait, voilà, ce que tu décris là, ça ressemble à ça, en analyse transactionnelle, voilà comment on l'analyse, voilà comment on travaille avec. Et donc, ça permet à tout le monde comment dire, se mettre en tête les fonctionnements psychologiques des autres. Et donc, nous, après, au fur et à mesure, je suis restée 5 ans dans un groupe de thérapie, au fur et à mesure, on devient quand même... Enfin, comment dire, on connaît bien les concepts et on peut aider les autres aussi. Et ça, c'était très riche pour moi. Et du coup, là, je me suis dit, c'est génial, je veux faire ce boulot. Mais bon, un trouble anxieux généralisé, c'est quand même un trouble qui est assez long à traiter. Et j'estimais que j'avais besoin de le traiter d'abord avant de pouvoir recevoir des patients pour pas que justement mon anxiété puisse venir être entre moi et le patient. J'aurais eu peur peut-être que mon patient m'aime pas, que je fasse pas bien, etc. Bon, si on est trop fragile de ce côté-là, c'est pas facile pour le patient non plus. Donc je voulais d'abord traiter mes problèmes. C'est pour ça que j'étais à la fac de droit, donc j'ai continué mon cursus. Et puis quand je me suis sentie prête, je me suis dit, bon allez, c'est bon, ça y est, je m'en vais et je vais vraiment changer de métier. Mais c'est pour ça, il y a toujours une histoire en fait derrière le choix d'un thérapeute. Il y a toujours quelque chose. Et je pense derrière tout choix de métier, finalement, on peut. Je pense que chez les avocats, on a des histoires de justice aussi. Enfin, en tout cas, quand j'en ai dans ma patientèle, c'est jamais anodin non plus. Et je pense que derrière quasiment tous les métiers, si on faisait une recherche, on pourrait trouver des raisons qui nous ont amenés là. Quand on trouve sa voie, souvent ça vient de quelque chose qu'on a vécu soi-même et derrière qui nous ouvre les portes à quelque chose. Oui, je suis d'accord avec toi. Et pour rebondir, donc tu en as parlé un petit peu, qu'est-ce que c'est exactement une analyse transactionnelle en fait? Ça se passe comment? Alors, on ne dit pas une analyse transactionnelle, on dit l'analyse transactionnelle. C'est comme si on disait la psychanalyse ou la thérapie cognitive et comportementale ou la gestalt thérapie. En fait, c'est un modèle de psychothérapie qui va mettre des concepts sur le fonctionnement humain. Alors, l'analyse transactionnelle, ça veut dire analyse des transactions, et les transactions, Eric Berne qui a créé l'analyse transactionnelle, donc pour lui, c'était les échanges qu'on a avec les autres. Une transaction, c'est par exemple, quand là je suis en train de te parler, ou de parler aux auditeurs, et ben, je fais une transaction de moi vers les autres, et puis j'en ai une réaction, et donc la réaction, quand tu me réponds, ben, c'est toi aussi, tu fais une transaction. Et donc on analyse la manière dont les gens sont en relation, pour les comprendre, parce qu'on considère que la manière dont les gens sont avec les autres, ben, ça nous apprend sur leur fonctionnement. Et donc on fait ce qu'on appelle des diagnostics du fonctionnement, et donc avec des concepts qui portent des noms. Eric Berne aimait bien donner des noms comment dire, qui soient compréhensibles de tout le monde. Donc il parle du scénario, il parle par exemple des méconnaissances, il parle du parent, de l'adulte et de l'enfant, voilà, des choses comme ça. Et donc on analyse voilà, la manière dont le patient est en thérapie avec son thérapeute pour l'aider à mieux le comprendre et puis du coup voir ce qu'il a envie de changer ou pas changer. Donc c'est ça l'analyse transactionnelle, c'est une méthode de psychothérapie. Alors ça a été créé dans les années 60, ça a débuté dans les années 60, donc à l'époque on n'avait pas des IRM ou les neurosciences n'étaient pas très développées. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est que maintenant, notamment moi je trouve c'est en traumatologie, il y a beaucoup de recherches en psychologie sur le fonctionnement du cerveau pendant la psychothérapie. Et en fait ça permet, en tout cas moi dans ma pratique de l'analyse transactionnelle, de confirmer des choses qu'Eric Berne avec ses concepts, il travaille avec certaines façons de voir les choses et finalement les neurosciences confirment certaines choses qu'il avait dit. Alors comme pour d'autres thérapies, l'analyse transactionnelle c'est pas la seule dans ce cas-là, mais si moi je continue à l'utiliser parce que je suis quelqu'un de très cartésien, donc si j'avais vu que finalement l'analyse transactionnelle ça allait pas avec ce qu'on découvre du cerveau, en tout cas moi j'aurais plus pu l'utiliser, mais en fait ça va très très bien avec la psychotraumatologie, donc c'est une approche moi, que je trouve très très intéressante et très complémentaire justement à la psychotraumatologie. La dernière fois, j'étais tombée sur un TED Talk d'un chercheur américain qui expliquait, qui est psychologue aussi, et qui expliquait que, en fait, les psychologues, c'est le seul métier, on va dire, qui ne fait pas d'études ou par exemple de scanner, tout ça pour voir l'état du cerveau, alors que par exemple un chirurgien, il va, je sais pas, avant d'ouvrir le ventre, il va passer une échographie. Enfin, à chaque fois, alors qu'un psychologue, normalement, il devrait avoir la possibilité de regarder l'état en fait du cerveau, parce que, et lui, il le disait, il a fait, je crois, une étude sur, je veux pas dire de bêtises, mais je crois 83 000 scanners, et il disait que, ouais, c'est énorme, hein. Toute sa vie, il a fait ça. Et en fait, il disait que, par exemple, les personnes qui avaient vécu des traumatismes, leur cerveau, les énergies dans le cerveau,
ils voyaient l'impact en fait sur l'IRM. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que ça pourrait changer tellement de choses. On voit effectivement beaucoup de choses, et notamment en traumato, il y a de plus en plus de recherches où on voit qu'effectivement le traumatisme affecte le fonctionnement les connexions en fait, neuronales dans le cerveau, et effectivement on peut en voir les traces. Mais effectivement, contrairement à d'autres sciences, la psychologie et la psychiatrie, on ne peut pas faire des diagnostics comme on verrait un os cassé. Bon bah là tu le vois sur l'image et c'est sûr et t'as pas de surprise. En psychologie et en psychiatrie, le diagnostic, c'est surtout une affaire d'hypothèse. Donc le diagnostic, c'est pas tout à fait la même chose que parfois en médecine où on a plus de certitude parce qu'on voit les choses et puis bon, voilà, on peut pas passer à côté. Sur une IRM, le trouble anxieux généralisé, tu le vois pas. Le trouble borderline non plus. Donc des traumatismes, on peut en voir certains effets, mais pas tous, ça dépend du type de traumatisme. Et par contre, on peut maintenant, on voit le type de réaction qui s'ensuit dans les connexions neuronales quand on a des traumatismes et quand on en a plein, par exemple. Mais le type de trouble, le diagnostic que nous, on va faire en tant que psychologue ou psychiatre, ben ça, effectivement, tu peux pas le voir sur une imagerie. Donc le diagnostic dans ces domaines-là, il est aussi à prendre avec du recul. Parfois, on se rend compte que certains diagnostics qu'on a fait pendant des années, ben, finalement, avec les neurosciences, on se rend compte que c'est peut-être plus exactement ce même diagnostic. Et malheureusement, ça change aussi le médicament que tu vas donner par rapport à ça, le traitement que tu vas proposer, etc. Donc c'est très très bien. Moi, je trouve qu'il y a de plus en plus d'études de neurosciences sur le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de la mémoire, parce que la psychologie est très liée aussi à la mémoire, parce qu'on se construit avec ce qu'on a vécu, et donc ce qu'on vit aujourd'hui ben, est en lien avec des choses qu'on a vécues dans le passé. Euh, donc c'est une science, moi je trouve, qui est passionnante parce que bah, tout n'est pas encore trouvé, même si parfois ça, on peut se dire, bah, du coup ça veut dire qu'on ne sait pas exactement comment faire. Mais on a quand même de plus en plus d'outils maintenant pour aider les patients et on voit les effets de la psychothérapie, comme on peut voir par exemple des études qui ont été faites sur la méditation, on peut voir les effets dans le cerveau, mais la psychothérapie c'est pareil, on voit des choses qu'on peut modifier et c'est chouette. Mm. Et c'est pour ça, même les personnes qui nous écoutent, c'est vrai qu'on pense souvent qu'un psychologue, l'image hein, vraiment cliché d'un psychologue qui s'assoit sur un canapé puis qui laisse parler et qui écoute juste, alors que ça va bien plus loin que ça en fait. C'est tellement plus complexe et c'est prouvé, c'est que scientifiquement, les neurosciences l'ont prouvé, tous les effets que ça peut avoir positifs sur les traumas, sur voilà. Mais en fait, je pense que l'image du psychologue qui parle pas, c'est vraiment une histoire particulière qu'on a en France avec la psychanalyse. La France et l'Argentine sont les deux pays dans le monde dans lesquels il reste encore autant de psychanalyse, qui a été une approche qui a jeté les bases. Alors comme elle a été assez polémique, parce que la personnalité de Freud était quand même assez particulière, et puis il a aussi élaboré une théorie qui était un peu provocante à l'époque où il l'a développée. Donc moi, ce que je trouve génial avec la psychanalyse, c'est que ça, comme ça a été provocateur, alors ça a poussé des gens à faire des recherches pour peut-être vérifier ou aller contre ce qu'ils disaient. Après, bah, moi je suis pas très. Aujourd'hui, je trouve que la psychanalyse peut être un peu anachronique et il y a des choses avec lesquelles moi j'adhère pas. Mais en France, contrairement à d'autres pays, et en Argentine, bah, la psychanalyse elle est toujours assez installée. Alors que dans les pays anglo-saxons, c'est plus tout à fait la même chose. En Hollande, en Belgique, c'est pas la même chose. Et je pense que les gens dans ces pays-là voient plus forcément le psy comme quelqu'un qui parle pas. Mais comme dans la cure psychanalytique, ben, le psychanalyste, pendant que son patient est allongé sur un divan, il est derrière pour laisser son patient parler tout seul, ben, on a cette idée de ça. Mais même les psychologues, alors qui sont pas forcément psychanalystes, mais qui travaillent avec l'orientation psychanalytique, aujourd'hui, peut-être qu'ils parlent moins que des psychologues qui font d'autres approches, mais j'ai des collègues qui travaillent avec la psychanalyse aujourd'hui, ils parlent quand même. Donc je pense que c'est lié à notre histoire particulière avec cette approche-là. Puis il y a quelque chose de très bête aussi, c'est ce qu'on voit en fait dans les films, c'est ce qu'on voit en fait, oui. C'est une mauvaise image qui est retenue par tout ce qu'on voit en fait. J'ai regardé un reportage il n'y a pas si longtemps que ça, sur, c'était sur l'autisme, et puis la personne disait, mais en fait, ce qui est difficile pour véhiculer d'autres idées, parce que bon voilà, il y a eu des polémiques sur l'autisme et la psychanalyse, même si maintenant j'ai l'impression que c'est en train d'aller mieux, mais et du coup elle disait, mais on a du mal à mettre d'autres idées, en tout cas sur ce thème-là, c'était de ça dont elle parlait, parce que dans l'audiovisuel, elle disait, mais il y a plein de gens qui sont en psychanalyse. Donc en fait, il y a des liens entre les personnes de ce métier-là et la psychanalyse, et elle dit, les gens qui sont en psychothérapie, qui ne sont pas en psychanalyse, parce que la psychanalyse, il faut bien avoir en tête, c'est un type de psychothérapie,
C'est pas, des fois on confond la psychologie et la psychanalyse, mais c'est pas la même chose. C'est- ça- Et elle disait, mais dans l'audiovisuel, il y a plein de gens qui sont en psychanalyse. Donc, ben, c'est ça qui montrent dans leurs films finalement. Donc peut-être ça peut expliquer pourquoi c'est ça qu'on voit dans les films, alors que en fait, maintenant, le psy, c'est plus tellement ça. C'est ce que j'essaye de montrer à mes collègues aussi sur les réseaux sociaux, que non, on parle, on échange, et notamment dans une approche relationnelle. C'est important qu'il y ait un échange. Eh ben, pour rebondir sur ta présence sur les réseaux sociaux, je sais que tu as parlé des traumatismes qu'on ne soupçonne pas dans une IGTV. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous expliquer ce que c'est exactement? Alors, dans le traumatisme, notamment en EMDR, on parle de deux types de traumatismes. On parle des traumatismes simples et des traumatismes complexes. Les traumatismes simples, c'est pas parce qu'ils sont faciles et qu'ils sont pas douloureux. Ils sont douloureux, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais justement, il n'y a pas de sujet là-dessus pour n'importe qui. C'est-à-dire que si on parle malheureusement d'événements comme des agressions, des viols, des accidents où vous avez perdu un proche, il est évident pour tout le monde, qu'on soit psychologue ou pas psychologue, que c'est un traumatisme. Et donc c'est simple dans le sens où c'est simple à identifier. Et donc pour traiter en tant que psychologue, disons entre guillemets c'est plus facile. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de très identifié, on sait vers où aller, etc. Le traumatisme complexe, c'est pas la même chose. C'est des traumas que si on n'est pas psychologue, souvent on n'imagine pas qu'on a. Parce qu'en fait ce sont des situations qui paraissent beaucoup moins spectaculaires, mais comme elles sont répétées dans le temps, en fait elles ont créé du traumatisme. Et en plus elles ont été souvent à un âge où le traumatisme vient plus facilement. La définition du traumatisme en traumatologie, c'est qu'on a une émotion tellement intense que notre cerveau ne peut pas la réguler. Or, la régulation émotionnelle, ça se construit petit à petit avec la maturation du cerveau. Donc si on vit des choses dramatiques ou enfin difficiles, disons, à 3 ans, ça peut devenir traumatique, alors que cette même chose plus tard, comme on a d'autres capacités dans notre cerveau pour réguler les émotions, ben ce ne sera pas traumatisant. Donc le traumatisme complexe, c'est vraiment un ensemble de situations qui, de manière répétée, a créé un traumatisme, et encore plus si ça a été à un âge où on n'avait vraiment pas beaucoup de capacité de régulation émotionnelle. Et donc régulièrement, au fur et à mesure qu'on fait ce qu'on appelle l'anamnèse en psychothérapie, c'est-à-dire l'histoire du patient, qui est tout le début du travail thérapeutique, quand nous, on commence à dire, en tant que spécialiste de la psychotraumatologie, enfin, ça c'est un traumatisme que vous avez vécu, c'est déjà tout un travail que la personne dit ah bon. Et parfois, enfin très souvent, ça soulage en fait, parce que la personne se dit ok, je comprends mieux pourquoi je souffre. Et comme régulièrement les personnes se disent qu'ils sont pas légitimes à souffrir, malheureusement, il y a plein de gens qui pensent ça, et moi-même je l'ai pensé aussi, je comprenais pas, je voyais pas pourquoi, voilà. J'avais les problèmes que j'avais, bah oui, c'est parce qu'il y a des traumatismes qu'on n'imagine pas. Si on n'est pas du métier, on ne sait pas. Donc c'est déjà un premier travail de se rendre compte qu'on a vécu des choses qui étaient vraiment difficiles pour nous. Ok, et que du coup nos souffrances et nos problèmes actuels, bah, ils viennent pas de nulle part et on peut entre guillemets les légitimer. Alors c'est dommage qu'on ait besoin de les légitimer. J'espère que voilà, on parle beaucoup de psychologie de plus en plus et de psychophobie, donc j'espère que de plus en plus bah, et on se rappellera qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance et que voilà, si vous avez divorcé et que vous souffrez, bah, ça suffit pour être légitime. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir vécu des trucs extraordinaires pour que ça fasse souffrir. Il y a plein de choses qui nous font souffrir et qui ne sont pas forcément spectaculaires. Donc c'est ça les traumatismes qu'on ne soupçonne pas. C'est ce que j'allais te demander, c'est parce que c'est vrai que même moi, dans mon entourage, ça revient souvent qu'on me dise mais non, mais c'est pas assez grave mes problèmes pour que j'aille voir quelqu'un. Mais je pense que du moment où on sent qu'il y a un malaise, qu'il y a une tristesse, une émotion qui est assez forte et qu'on ne se sent pas bien, je pense qu'il ne faut pas se poser 500 000 questions et ne pas avoir honte d'aller demander de l'aide, même si pour nous, nos problèmes ne sont pas assez importants. Et c'est vraiment ce que j'essaye de montrer sur les réseaux sociaux. J'essaye de montrer la diversité des problématiques qu'on peut rencontrer en thérapie. Donc j'invente des petites histoires, des histoires de patients. Alors je les appelle histoires de patients. Je parle pas d'un patient en particulier parce que voilà, il y a la confidentialité des séances. Mais j'invente des histoires qui sont plausibles par rapport à ce qu'on peut voir, ou même parfois sous couvert d'histoires de patients, je raconte des choses qui viennent de mon histoire de patiente à moi, pour montrer que en fait parfois on a vécu des choses, on ne sait pas d'où ça sort. J'ai des patients qui viennent et disent écoutez, je me sens pas bien, je sais pas pourquoi. Y en a qui disent voilà, je me suis séparée, bah ça, je me sens pas bien, voilà, alors que ma meilleure pote, elle s'est séparée dans des conditions dramatiques et elle ça va. Ok, mais souvent les gens se rendent pas compte de ce qu'ils ont vécu avant qui a créé de la vulnérabilité
On sait, hein, ça justement, les études, les images nous le montrent, quand on a des situations vraiment très difficiles, très jeunes, ça crée de la vulnérabilité pour gérer ses émotions. Donc plus tard, si vous vivez quelque chose d'intense, si vous avez un cerveau qui a une vulnérabilité à la gestion émotionnelle, ça va très vite devenir très 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 intense pour vous, alors que le voisin, peut-être lui, il va le vivre autrement parce qu'il a moins de vulnérabilité aux émotions. Donc vraiment, il y a pas de légitimité, je voudrais dire. Pourquoi c'est légitime du simple fait que c'est là. Une émotion, ça se maîtrise pas. Vos émotions, elles s'imposent à vous et puis elles sont là. Donc comme j'aurais vraiment aimé que quelqu'un me dise ça à l'époque où moi j'avais mes crises d'angoisse et que je pouvais plus sortir de chez moi, enfin j'étais vraiment angoissée par absolument tout, j'aurais voulu qu'on me dise ok, ça vient pas de nulle part, et puis on sait faire. Parce que parfois j'avais l'impression qu'on me disait mon Dieu, ça y est, vous êtes condamné, prenez des médicaments toute votre vie, c'était très angoissant. Mais c'est ça qui est beau parce que même si voilà, il y a plein de choses négatives avec les réseaux sociaux, il y a quand même cette chose qui aide vraiment, c'est qu'on avance par rapport à ça sur les problématiques. Et ce que tous les psychologues, tous les thérapeutes font sur les réseaux sociaux, à donner de l'information et à démocratiser tout ça, je trouve ça génial en fait, parce que ça aide vraiment à changer les choses. C'est ce qu'on espère en tout cas, qu'on aide les gens à oser pousser la porte d'un cabinet. En tout cas, moi, c'est vraiment, si on peut parler de mission, bon, je suis pas très, enfin, branché ésotérisme, mais quand même, il y a cette idée-là, c'est que ma motivation, d'ailleurs, je parle plus de psychothérapie que de psychologie. En réalité, dans ma tête, ce que je veux faire comme information, c'est pas forcément de l'information en psychologie, même si du coup, ça revient parfois à faire ça, mais j'ai envie d'informer sur qu'est-ce qui se passe dans un cabinet de psy pour que les gens puissent voir que, ok, il n'y a pas de souci, voilà ce qui peut se faire, voilà le type de choses qu'on travaille, voilà. Et donc, quand parfois j'ai des abonnés qui m'écrivent en me disant voilà, merci pour ce que vous avez proposé, et du coup grâce à ça j'ai osé appeler un psy, bon moi je suis refaite quoi, ça y est, j'ai ma journée. Ou quand on fait des ateliers qui sont des morceaux de travail de thérapie, parce qu'évidemment il y a des choses qu'on peut pas faire si on n'est pas directement face à face avec la personne. Donc là c'est des vidéos, hein, les gens achètent l'accès aux vidéos avec plein d'exercices sur un thème en particulier, et parfois à la fin il y en a qui disent ok, grâce à cet atelier j'ai bien identifié une problématique que j'ai, et du coup, ça y est, je vais sauter le pas, je vais aller chez un psy pour élargir tout ça. Et là, nous, je dis nous parce que les ateliers, je les fais avec mon conjoint. Moi, je m'occupe de toute la partie construction de l'atelier, et lui, toute la partie technique, parce que moi, j'y comprends rien à tout ça, parce qu'il est développeur. Et voilà, on est super contents. C'est vraiment notre objectif de dire. Parce que lui, il a découvert la psycho avec moi, en fait. Hein. Lui, il n'était pas du tout branché là-dessus. Et c'est lui mon bêta-testeur pour les ateliers. Donc, lui, il les fait, les ateliers, pour que je vérifie avec lui que voilà, la trame, elle colle. Et en fait, il est tout content lui aussi quand il voit que grâce à tout ce travail qu'on a fait, il y a des gens qui ont osé aller consulter, quoi. C'est sûr, c'est la plus belle victoire, ça. Pour nous, oui. Et est-ce que tu peux juste nous dire par rapport aux ateliers comment ça se passe? On peut le retrouver, le lien déjà sur ton compte Instagram, c'est ça hein? Sur mon compte Instagram, sur mon profil, effectivement, il y a le lien vers les ateliers. Sinon, il y a le site catherinelapsy.com sur lequel on a mis tous les ateliers avec leurs descriptifs, les programmes, pour que les gens sachent en fait si ça leur convient. Donc on explique ce qu'il y a dans chacun des ateliers, et puis on met le programme détaillé. En fait, comme ça, les gens voilà. Et quand les personnes achètent, en fait, ils arrivent sur une plateforme où il y a plein de vidéos et des documents PDF sur lesquels on travaille. Et donc, il y a un tout petit peu de théorie quand même, parce qu'il faut savoir de quoi on cause. Mais après, c'est vraiment des exercices sur soi. Donc, il y a des gens qui le font pour du développement personnel pour eux. Enfin, du développement personnel, c'est un morceau de thérapie, donc on peut dire que c'est du développement personnel. Et puis il y a des professionnels aussi en fait qui nous les achètent, donc ils font sur eux les exercices, mais du coup ils réutilisent avec les patients finalement qu'ils ont, ou parfois c'est des clients, parce que c'est pas toujours des psychologues, parfois il y a des personnes, il y a des gens en sophrologie aussi qui ont acheté, donc des professionnels de la relation d'aide finalement, et qui réutilisent les outils des exercices qu'on a proposés, parce qu'on fait des tableaux pour faire les exercices et tout ça, et donc ils réutilisent après ça aussi en séance. Donc voilà, les gens ont accès à des vidéos, des documents, et voilà, je les guide en fait là-dedans. Et donc je suis pas en présentiel avec eux. Ah, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a du présentiel et est-ce que tout le monde se voit, ou ça reste quand même
on va dire dans l'intimité, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé Oui. de dire nos problèmes. T'es tout seul, t'achètes l'accès aux vidéos et c'est comme quand tu suis une formation en ligne finalement, que t'achètes ta formation et tu la fais à ton rythme. Bah là c'est pareil, c'est-à-dire que il y a des personnes qui vont en une semaine, ils vont tout faire. Et puis des gens, ils vont mettre 6 mois pour faire l'atelier parce que bah, il y a besoin de digérer. C'est quand même des ateliers qui génèrent des émotions, donc ils sont faits exprès pour pas que ce soit trop intense, parce que ça c'est réservé quand même en face à face. Mais ça génère quand même des émotions, donc parfois il y en a, voilà, ils font un exercice, puis après ils vont attendre, un peu comme quand on va chez le psy toutes les semaines ou tous les 15 jours, bah, ils vont en faire par petits morceaux. Et donc tu peux faire à ton rythme quand tu veux, et puis en plus l'accès est... Alors on a l'habitude de dire accès à vie, bon j'imagine que le jour où j'arrête de payer la plateforme, parce que moi il faut que je la paye cette plateforme, le jour où j'arrête, et certainement il n'y a plus d'accès, mais bon on n'est pas là puisque on vient de commencer et qu'on a encore plein d'ateliers prévus. Donc disons que pour les 25 prochaines années, c'est bon quoi, il y a accès. Une fois que tu as acheté, tu peux le refaire 3 fois si tu veux. Je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode, comme ça on pourra retrouver plus facilement, ce sera plus pratique. Pour conclure l'interview, j'aime bien poser 3 petites questions. Alors la première, si tu avais un conseil bien-être mental à donner, qu'est-ce que tu dirais ? J'aurais envie de dire, ne jugez pas vos difficultés et vos émotions et vos pensées. Ce que vous sentez, ce que vous vivez, y a pas, c'est ni bien ni mal. En fait, c'est juste, c'est là. Et moi, j'aime bien dire à mes patients, et je le dis aussi souvent sur Instagram, que euh, une problématique psychologique, c'est une enquête à résoudre. Quand vous arrivez chez le psy, moi j'aime bien, je dis à mes patients, voilà, moi je suis Sherlock Holmes parce que j'ai la compétence technique en psychologie, voilà, et en psychothérapie, je suis formée en psychologie et en psychothérapie, et j'ai la compétence technique de savoir orienter avec un patient ou avec des personnes en fonction de la problématique. Mais par contre, j'ai pas la compétence de terrain. La compétence de terrain, c'est mon docteur Watson, c'est mon patient, qui va pouvoir me dire qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il ressent, ou quand je lui ai donné un exercice d'une semaine sur l'autre, qu'est-ce que ça lui fait sentir, penser, etc. Lui, qu'est-ce qu'il a vécu. Enfin voilà, le terrain, c'est docteur Watson. Et donc à nous deux, on essaye de résoudre l'enquête. Moi, je proposais des choses en fonction du terrain qu'on m'amène. Ok, on va essayer ça, comment ça fonctionne, et puis je vais orienter. Et dans ce travail-là, il n'y a jamais de jugement de savoir est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Ça, c'est des constructions sociales, après, la morale sociale, de dire que les choses, elles sont là, elles sont juste là. Qu'est-ce qu'on veut en faire, vers quoi on veut aller, qu'est-ce qui est possible, de quelle manière, chaque patient réagit différemment aux outils, aux approches, etc. Donc vraiment, de ne pas juger tout ça, se dire, ok, j'explore ce que je sens, ce que je pense, ce que je sens dans mon corps et dans mes émotions, et ce que je pense. À partir de là, si je me sens pas bien avec ça, eh ben, c'est ni bien ni mal, et je peux aller me faire aider. Ça veut pas dire que je suis faible. Je veux dire, on nous apprend pas à l'école, hein. Il n'y a pas des matières qui s'appellent résolution de mes problèmes psychologiques, hein. Donc parfois ça demande un apprentissage. La régulation émotionnelle, c'est pas inné, c'est pas un gène qui nous apprend à réguler les émotions. Ben, si on l'a pas appris de fait de son histoire pour tout un tas de raisons, ben, on peut aller faire ça en thérapie. Et donc voilà, le conseil que je donnerais, j'ai un peu délayé, mais ce serait voilà, ne jugez pas ce que vous ressentez, et si vous avez besoin d'aide, bah, n'hésitez pas à y aller. Et nous on est là pour ça, et le psy vous juge pas. Et tu as dit quelque chose de très vrai aussi, faut pas oublier que c'est un travail collaboratif, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. Le psychologue qui est en face de nous, il est là pour travailler avec nous et pour nous aider, mais c'est ensemble, c'est qu'aussi le patient doit avoir envie d'aller mieux, et il y a plein de choses, mais ça se fait ensemble, on n'est pas tout seul dans tous les cas. C'est sûr, moi je le dis régulièrement à mes patients, sans vous, je ne peux rien faire. Moi je suis là avec ma compétence technique, je peux vous donner tous les exercices du monde. Si je connais pas exactement la problématique précise, si on n'a pas, parce que c'est pareil, c'est tout un travail. Le patient il vient avec une question, il va dire par exemple, je sais pas, je me sens anxieux, mais ça c'est le symptôme, c'est pas son problème. Qu'est-ce qui fait qu'il se sent anxieux? Donc c'est tout un travail déjà ensemble de trouver quelle est la vraie problématique, trouver quel est l'objectif. Parce qu'il y a des gens, ils veulent traiter des traumatismes, d'autres, ils veulent juste s'apaiser, d'autres, ils veulent régler des problèmes relationnels parce que leur anxiété, ça leur pose des problèmes relationnels, mais en fait, ils s'en foutent de savoir pourquoi. Enfin, en fait, les demandes des gens, on peut avoir un même symptôme, donc par exemple de l'anxiété, et en fait, on peut avoir 1000 problèmes différents à identifier et 1000 objectifs différents. Chaque patient a son objectif, ils veulent pas tous la même chose, les gens, c'est bien normal. Donc ça nous prend aussi du temps de définir précisément
Ok, l'anxiété, ça parle de quelle problématique pour vous en particulier. Et puis maintenant, qu'est-ce que vous voulez en faire? C'est quoi l'objectif? Et après ça, je vais proposer des choses. Mais moi, si j'ai pas l'histoire du patient, son vécu d'une semaine sur l'autre, comment il réagit, notamment, je pense à l'EMDR, qui est une approche de traitement des traumatismes qui peut paraître un peu bizarre ou étrange parce que on parle un peu moins. Ah voilà, j'en parle parfois sur les réseaux sociaux s'il y en a qui sont intéressés par la question. Je peux proposer tous ces trucs-là, mais chacun y réagit à sa manière. Donc moi, je leur dis souvent, mais moi, sans vous, je peux rien faire. Je suis là avec ma compétence technique, mais je peux toujours tirer au hasard. Si j'y vais au pif, ça risque de pas marcher. Donc oui, tu as tout à fait raison, c'est vraiment collaboratif. Question suivante, est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie et que tu aimerais partager avec nous? Alors, il y en a plusieurs, mais comme il y en a beaucoup, je vais parler d'un qui est assez récent, que j'ai lu il y a 2 ans, qui s'appelle Sapiens. Alors, on en a beaucoup parlé, et c'est pas un livre de psychologie à proprement parler, mais j'ai trouvé qu'il était fantastique parce que donc c'est un historien qui a fait l'histoire de l'humanité, en fait. Bon, on pourrait croire que c'est un livre d'histoire, mais en fait c'est aussi un bouquin d'économie, c'est aussi un bouquin un peu de psychologie, c'est un bouquin effectivement d'histoire, de géologie, enfin de politique. Et moi il m'a fascinée dans le sens où euh, ce qui me tient à cœur vraiment c'est cette idée, comme je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas de choses qui sont bien ou qui sont mal. Ça après c'est la construction morale de chacun. Et puis nous on a des lois aussi pour pouvoir vivre ensemble. Mais dans la nature il se passe des trucs... je crois pas que la nature se dise est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. C'est juste que c'est là. Après, c'est qu'est-ce que nous, on veut faire avec ça. Et là-dessus, il est génial. Moi, vraiment, il m'a aidé notamment, bon, moi, dans mon histoire personnelle, j'ai un rapport, comme beaucoup de personnes, à l'injustice qui est assez difficile. Quand je ressens de l'injustice, elle est rapidement très forte. Et ce que j'ai beaucoup aimé, voilà, c'était que grâce à ce bouquin, je me suis dit, mais en fait, lutter contre l'injustice, je vais m'épuiser si je fais ça tout le temps. Parce que l'injustice, elle est partout. Elle existe. La justice, ça n'existe pas. Et ils en parlent dans le livre de ce sujet, ça c'est intéressant. Ah bah oui, moi c'est vraiment ce que... Il y a plein de choses, moi j'ai noté tellement de choses sur ce livre, je pourrais peut-être même en faire des stories ou une vidéo, tellement j'avais pris de notes sur ce bouquin, mais s'il me reste une chose, c'est vraiment cette notion de la justice, c'est un mythe social. C'est-à-dire que ce que ça signifie, ça va être différent pour chaque pays, ça va être différent pour chaque personne même, et d'ailleurs, en psychothérapie, notamment en psychothérapie de couple, quand il y en a un des deux qui va dire euh, j'ai envie de justice, ouais, mais on va définir en fait, parce que la justice, c'est comme le respect, ça veut pas du tout dire la même chose d'une personne à l'autre. Et donc ce bouquin, il m'a fait vraiment me dire, mais en fait, la justice, ça n'existe pas. Donc si je veux lutter contre toutes les injustices, bah, en fait, je vais en trouver toutes partout, parce qu'il y en a partout. Et je vais m'épuiser. Et ça m'a vachement apaisée, en fait. Et du coup, j'ai trouvé que ça me permettait un peu mieux de... Enfin, j'ai trouvé que ce bouquin était érudit. Enfin, je veux dire, le mec, il a un tas de connaissances, il a une intelligence incroyable. Et j'ai trouvé que à travers toutes les analyses qu'il fait, alors il est assez gros, mais enfin, pour faire une histoire de l'humanité, ça paraît pas si gros que ça, finalement. Ça m'a permis, même si j'étais déjà formée en psychologie sociale via la fac, en analyse transactionnelle, donc sur les interactions des uns avec les autres. Oui, mais là, il parle vraiment de vivre ensemble. Pourquoi on invente des lois pour pouvoir vivre ensemble? Pourquoi la politique, elle est comme elle est? Pourquoi, comment on en est arrivé à être les êtres humains qu'on est aujourd'hui, alors que Sapiens, il a vraiment exterminé toutes les comment dire, espèces partout où il est arrivé pour pouvoir être le plus fort. Et il m'a fascinée. Donc c'est pas un bouquin de psychologie à proprement parler, mais je trouve qu'il permet vraiment de prendre du recul sur nos problèmes personnels, à la fois en se disant bon, je suis pas le seul, je suis pas la seule, à la fois pour dire ok, c'est aussi une histoire de l'être humain, nos problèmes ils viennent aussi de l'histoire de l'être humain, de la société. J'ai fait un post hier sur justement le fait que la société a un impact sur les problèmes qu'on a, c'est pas que la famille, comme on peut parfois le croire. Donc voilà, j'ai envie de conseiller ce bouquin. Ça donne envie là. Et l'auteur, qui est l'auteur? Il s'appelle Yuval Noah Harari, donc ça s'écrit Yuval, Noah Noah et Harari Harari, et il est israélien je crois. Il est prof d'histoire en Israël. J'essayerai de mettre aussi dans le descriptif le lien pour qu'on le trouve plus facilement. Eh ben, merci beaucoup Catherine, sincèrement c'était génial, merci d'avoir partagé autant d'informations. Et donc si on veut te retrouver, on peut te retrouver sur Instagram à Catherine Lapsy. Ouais, sur internet catherinelapsy.com. On a une chaîne YouTube Catherine Lapsy qu'on alimente pas beaucoup parce que pour l'instant on n'a pas encore beaucoup le temps.
Quand les 10 ateliers seront prêts, on en fera certainement plus des vidéos, mais comme ça demande pas mal de travail tout ça, on fait une vidéo de temps en temps. Voilà, s'il y a des gens qui aiment YouTube, on en fait de temps en temps. Mais c'est Instagram là tous les jours, je suis présente. Et la newsletter, la lettre psy, ouais, qui paraît tous les dimanches, sur des sujets de la psychologie, de la psychothérapie. Là, l'abonnement est gratuit sur le site Catherine la psy. Merci beaucoup à toi, Amandine, de m'avoir invitée. Avec plaisir, vraiment avec plaisir. Merci, à bientôt Catherine. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, vous trouverez les liens dans le descriptif de cet épisode. Vous trouverez également le site et le compte Instagram de Catherine. Si vous n'avez pas encore vu l'information sur les réseaux sociaux, le journal pour soi est désormais disponible. Vous trouverez le lien du e-shop également dans le descriptif. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup. À très vite.